Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les Béninois de l'extérieur évaluent la gouvernance du président Patrice Talon. C'est à la faveur d'une conférence mondiale qui a réuni par visioconférence des membres de divers regroupements. 103 personnes bénéficient du projet Mieux connaître pour mieux s'adapter des ONG IDID et CREDEL dans la commune de Dangbo. Elles ont reçu du matériel pour renforcer leur résilience face au changement climatique. Et puis nous ferons un tour en France, en Belgique, aux Philippines et au Royaume-Uni pour faire le point de l'actualité internationale. Ce sera en fin d'édition avec Lénaïka Bazaou. Voilà, c'était là les titres de ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre ce journal par une audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le représentant résident du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, est allé présenter l'organisation qu'il représente à Louis Vlavono. Regardez. C'était de présenter notre organisation au président de l'Assemblée nationale, notre mission de ce que nous voulons apporter à l'État béninois et à la jeunesse béninoise. Nous sommes une ONG, en même temps une mission diplomatique. Et donc nous avons dans notre réseau des investisseurs qui sont manifestés pour le Bénin, qui voudraient venir investir au Bénin. Et aussi en même temps, nous sommes une organisation, comme il a dit, nous œuvrons dans l'humanitaire. Et nous menons beaucoup d'actions humanitaires, notamment la construction des édifices sanitaires, scolaires et aussi la formation de la jeunesse à l'entrepreneuriat. Très très admirable. Et je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier infiniment de nous avoir accordé cette audience. Je vous le disais en titre, les Béninois de la diaspora scrutent la gouvernance du président Patrice Talon à l'occasion d'une conférence mondiale qui a réuni par visioconférence les membres de divers regroupements. Les efforts et les réformes mis en œuvre par le gouvernement béninois ont été salués. D'autres précisions avec Ricardo Loïc Pécou. Le Bénin sur la voie du développement, défis économiques et diplomatiques. C'est le thème autour duquel s'est tenue cette conférence mondiale. Les Béninoises et Béninois de la diaspora, engagés pour le développement du Bénin, ont analysé les réformes mises en place par l'exécutif. Dans un premier panel, le communicateur s'est penché sur la planification et la programmation du développement à l'ère de la rupture. Nous avons globalement aujourd'hui, quand nous prenons le programme d'investissement public, nous avons globalement plus de 3 000 chantiers qui sont ouverts. Alors, voilà un peu, lorsque nous prenons la carte du Bénin, l'ensemble de ces projets d'investissement public et les chantiers qui leur sont associés sont programmés automatiquement sur une carte du Bénin. J'ai capté l'image ici que je partage avec vous et qui montre comment est-ce que ces chantiers sont disséminés sur l'étendue du territoire national. Le directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement et des exportations APIES a aussi présenté aux panélistes les stratégies mises en œuvre pour dynamiser les exportations et promouvoir la destination Bénin. Dans un premier temps, nous n'avons pas les compétences. Dans un premier temps, nous ne sommes pas un pays attractif. Le Bénin n'est pas un pays attractif pour les investisseurs. Donc, nous devons amorcer la pompe. Et pour le faire, nous sommes obligés de leur proposer des avantages qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs.
Le gouvernement de la rupture est donc, selon les conférenciers, sur la bonne voie pour le développement du Bénin. La diaspora entend poursuivre sa mission, celle d'accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre de son programme d'action. Pour relever ces défis, il est fondamental, aujourd'hui, plus que jamais, de reconnaître et de réaffirmer le rôle de la diaspora en tant qu'actrice de développement dans le dialogue national. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin projette pour très bientôt une nouvelle conférence pour analyser les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. Depuis l'apparition du coronavirus, vous avez certainement dû le remarquer, des thermomètres sont utilisés pour prendre la température des populations un peu partout. Cela se fait aussi bien dans les centres de santé que dans les hôtels et parfois même à domicile. Mais ces instruments de mesure sont-ils de qualité? Le directeur de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité apporte ici des éléments de réponse. C'est au micro de Rebecca Kenjaounde. C'est un thermomètre qui évalue la température corporelle à travers plusieurs mesurages et affiche la valeur la plus élevée. Et comme tout instrument de mesurage susceptible d'être déréglé, volontairement ou bien involontairement, le thermomètre peut être déréglé et afficher une valeur qui n'est pas la valeur réelle, la valeur vraie. Nous allons désormais commencer par passer dans les centres de santé pour contrôler cet équipement de mesure, pour éviter que les gens, volontairement ou involontairement, continuent par tuer nos pauvres citoyens qui vont dans les centres de santé pour se faire soigner. Ils payent de l'argent pour leurs soins, mais finalement, c'est de l'argent qu'ils donnent pour leur mort si l'équipement de mesurage n'est pas vérifié. C'est l'ANM qui est autorisé à faire cette vérification. Je voudrais aussi profiter pour dire que les centres de santé, de formation sanitaire, que ce soit public ou privé, ils doivent faire vérifier en dehors du thermomètre tous leurs instruments de mesurage. D'accord ? Quand on prend par exemple les pèse-personnes, quand vous montez dessus et que c'est défaillant, ce n'est pas vérifié à l'ANM, alors ça va afficher une valeur élevée, on va dire que vous êtes obèse et le médecin va prescrire un médicament en conséquence. Si on prend le tensiomètre, si le tensiomètre n'est pas vérifié avec l'étiquette verte de l'ANM et que ça affiche une valeur élevée alors que vous êtes hypotendu, vous avez le vertige, vous n'arrivez même pas à vous tenir debout, le tensiomètre donne une valeur élevée, qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va prescrire un médicament hypotenseur et du coup il vous tue. Vous êtes hypotendu, on vous prescrit un médicament hypotenseur, vous mourrez. Donc dans les centres de santé aujourd'hui, ce n'est plus seulement des maladies qui tuent les gens, c'est aussi des instruments de mesurage. Donc tous les instruments de mesurage en dehors, en plus du thermomètre, devraient être vérifiés par l'ANM. Nous venons de commencer la sensibilisation. Nous sommes en phase de sensibilisation comme ça. Il faut ça vous faire comprendre aux citoyens, aux utilisateurs, qu'il est nécessaire et indispensable de faire vérifier les thermomètres. Après, nous allons procéder à la phase de répression en cas de récidive. On va saisir ces équipements-là, les détruire, au besoin de faire payer des pénalités. Et le test réglementaire qui nous donne droit à faire cela existe. C'est l'Institut allemand de métrologie qui a financé cette activité qui est de sensibiliser tout utilisateur de thermomètres laser à les faire vérifier avant utilisation. Il y a ce que nous appelons vérification primitive et après il y aura des vérifications périodiques. Chaque année, on va vérifier pour s'assurer que l'équipement donne des informations vraies. Dans le département des Collines, Glazoué a abrité les manifestations marquant la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, occasion de plaider en faveur de la lutte contre les inégalités. Ghislain Pogay et Yva Godoupessi. Le département des Collines célèbre la journée mondiale contre le VIH-Sida à Glazoué. Le thème de cette 32e édition, solidarité mondiale et responsabilité partagée. En cette période où la pandémie de la Covid-19 focalise les attentions et où ces gestes barrières sont répétés et suivis à tout bout de champ, il est nécessaire de ne pas oublier le VIH et les gestes barrières contre. L'abstinence, l'usage du préservatif, la continence, chaque fois et toutes les fois, sont les attitudes que chacun de nous devrait avoir pour éviter d'avoir une responsabilité dans la propagation du sida. La pandémie de la Covid-19 rappelle qu'il faut combattre les inégalités qui ne cessent de se creuser. La Covid-19
nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. La crise liée au sida reste d'actualité malgré les différents progrès réalisés. Dans le département des Collines, les chiffres sont moins alarmants qu'au niveau national. Au niveau du département des Collines, au premier semestre 2020, nous avons environ 1548 personnes, dont 58 enfants dans notre file active. Et la prévalence de l'infection, heureusement, est légèrement en deçà de celle au plan national. Pour le préfet des Collines par intérim, il est important de lutter en même temps contre les nouvelles infections et les corollaires du mal. Il est temps de s'engager en faveur des sociétés égalitaires, du droit à la santé pour tous et pour une sortie de crise mondiale pérenne et équitable. Ceci est d'autant plus vrai que la Covid-19 nous fournit un nouvel exemple illustrant les liens étroits entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. Dès lors, l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination trouve une place de choix dans le paquet de stratégies visant à en finir avec le VIH-Sida et la Covid-19. Une communication et des animations culturelles ont clôturé cette journée de la célébration de la lutte contre le VIH-Sida à Glazoué pour le compte du département des Collines. Le Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida de la Donga a aussi célébré ce 1er décembre la 32e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, occasion pour le préfet de ce département et président du CDLSTP d'exhorter les populations à plus de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie, notamment en cette période de Covid-19. Reportage. Au 1er décembre 2020, jour de la célébration de la 32e édition de la lutte contre le VIH-Sida, le département de la Donga fait partie des zones rouges au Bénin avec un taux de prévalence de 1,4% pour une moyenne nationale de 2,1%, soit environ 25 000 infectés selon le Conseil départemental de lutte contre cette épidémie. Mes chers parents, vous comprenez un peu, les chiffres là sont parlants. Le département de la Donga, il n'est pas plus riche que les autres départements. Pourquoi? Dans notre département, le taux de sida va être plus galopant. Il faut qu'on interroge tout le monde. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution dans la réduction de ce taux. Cette exhortation du préfet de la Donga est la bienvenue chez les femmes de ce département. Elles disent s'engager à élaborer et à proposer au Conseil départemental de lutte contre le VIH-Sida une feuille de route présentant des actions précises à mener de façon inclusive, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Cette feuille de route aura comme objectif notamment de porter à échelle le taux de dépistage dans la Donga et le taux de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et comme cible, nous aurons les femmes, les enfants, les filles en milieu scolaire et les filles hors du système scolaire. Une communication sur l'infection à VIH dans la Donga a été présentée, histoire de permettre aux populations de prendre connaissance de la situation épidémiologique dans ce département. Je voudrais lancer un appel à l'engagement et à l'accompagnement des leaders d'opinion, chefs traditionnels et religieux, afin de lever tout ensemble les barrières socio-culturelles d'accès au dépistage, au traitement, tout en luttant contre la stigmatisation et la discrimination. Pour faire face à la situation, il s'avère indispensable que le leadership et l'engagement des communautés que nous sommes, vous et nous, et de nous tous, soient renforcés afin d'accompagner les efforts du gouvernement. Cette journée de célébration s'achève par une campagne de dépistage volontaire. Un dépistage que les citoyens peuvent faire en temps ordinaire dans les centres de santé publique des 4 communes du département, histoire de connaître leur statut sérologique.
Aimé Kokou Edenakpo vient d'obtenir son doctorat, influence des rations alimentaires à base d'asticots sur les performances de reproduction des poulets locaux et effets socio-économiques chez les aviculteurs traditionnels au Bénin. C'est le sujet de ses travaux de recherche. Il est désormais docteur en management des ressources animales. Aimé Kokou Edenakpo, l'impétrant durant une trentaine de minutes, a présenté aux membres de jury les résultats de ses recherches. À l'en croire, la farine des asticots améliore les performances de reproduction des poulets locaux, ce qui constitue un avantage pour les aviculteurs. Nous avons pu obtenir 201 œufs par poule par an pour les poules pondeuses, alors que naturellement, c'est un nombre de 40 à 50 œufs qu'on a souvent au niveau des poules pondeuses, des poules locales. Donc, avec les asticots, que ce soit à la forme fraîche ou la forme farineuse, ça peut améliorer la productivité des poules locales. Les asticots sont riches en protéines et favorisent la croissance rapide des poussins, révèlent ces travaux. Une ration alimentaire à adopter à la volaille selon les examinateurs. La reproduction est l'élément clé de toute production. Avec la reproduction, il va y avoir de nouveaux nés que l'on peut alimenter toujours avec les asticots pour avoir de la viande. Et s'il n'y a pas de reproduction, on ne peut pas renouveler le cheptel. Et son travail a pu nous montrer qu'au-delà de produire des poussins, on peut produire des œufs de table avec nos poulets locaux. L'étape prochaine, c'est de pouvoir transformer ces résultats de recherche en des fiches techniques accessibles aux producteurs qui peuvent l'utiliser pour améliorer leur production. Avec l'adoption des rations alimentaires à base d'asticots aux poulets locaux, la production des œufs de table en quantité industrielle devient possible. Le récipiendaire compte monter des projets dans ce sens afin de faire tirer des profits des fruits de ses recherches. 103 bénéficiaires du projet Mieux connaître pour mieux s'adapter des ONG IDI et CREDEL dans la commune de Dangbo. Ils ont reçu du matériel pour renforcer leur résilience face au changement climatique. Le point de la cérémonie de remise des dits matériels avec Brice Humbo et Guillaume Avieno. La cour intérieure de l'hôtel de ville de Dangbo. Des représentants de bénéficiaires du projet MCMA Mieux comprendre pour mieux s'adapter reçoivent officiellement des équipements pour leur unité de production individuelle ou collective. C'est un appui des ONG IDID, Initiative pour un développement intégral durable, et CREDEL, Centre de recherche et d'expertise pour le développement local. On a les brouettes, les bâches, les pulvérisateurs, les tonneaux pour le stockage du maïs et des filets pour la protection des champs de riz. Et au nombre des matériels et équipements à utiliser en groupement, on a les égreneuses valeuses qui fonctionnent à base de l'énergie solaire. On a des motopompes qui fonctionnent en base de l'énergie solaire. Et on a aussi les moulins écrasés et les condiments qui fonctionnent à base d'énergie solaire. Le projet MCMA, grâce auquel sont productrices ou producteurs de la commune de Dangbo reçoivent du matériel, est mis en œuvre respectivement dans les communes de Ouida et de Dangbo par les ONG CREDEL et IDID. Il est financé par Oxfam Québec. Oxfam Québec et le Bénin partagent un engagement de longue date en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Les équipements offerts d'une valeur de 32 109 150 francs CFA devraient servir à renforcer la résilience des bénéficiaires au changement climatique, d'où la satisfaction des autorités locales de Dangbo. Nous sommes convaincus que les équipements que les 103 productrices et producteurs recevront aujourd'hui permettront de renforcer leur capacité dans la mise en place des options dans leurs exploitations agricoles respectives en vue d'accroître leur résilience face au changement climatique dans la commune de Dangbo. À l'instar de Dangbo, les producteurs et productrices de la commune de Ouida devraient aussi être appuyés en matériel et équipement du genre, indiquent les organisateurs de l'événement.
La compagnie Air Burkina relance sa desserte de Libreville via Cotonou. 2 fois dans la semaine, les passagers en partance ou à destination du Burkina Faso ou du Gabon peuvent s'offrir ces services en toute quiétude avec des escales à Cotonou. Un vol inaugural a eu lieu pour marquer le retour de la doyenne des compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest dans le ciel africain. Renoir Kakpo et Bernard Djouri. Une météo idéale et un soleil au zénith dans le ciel bleu de Cotonou. Il serait 13h ce mercredi quand cet avion de la compagnie Air Burkina prit son envol à destination de Libreville, la capitale gabonaise. Premier vol inaugural du pavillon burkinabé pour la desserte de la ligne Ouaga-Libreville, la prise d'envol a été assurée par un équipage expérimenté dans un confort qui n'a rien à envier à celui étrenné par les flottes occidentales. La doyenne des compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest a mis les petits plats dans les grands pour donner un caractère exceptionnel à cet événement quasi historique. Compte tenu du contexte pandémique, les mesures de sécurité sanitaire ont été observées pendant toute la durée du vol. Collations et rafraîchissements ont été servis aux passagers dans une ambiance détendue. Après 1h30 de vol, l'appareil s'est posé sur la piste de l'aéroport international Léon Mba de Libreville. J'ai été très heureux d'emprunter ce vol qui est très rapide et à mon avis qui aura beaucoup de succès. Donc je lui souhaite longue vie. Oui, le vol inaugural il s'est bien passé. Je l'ai trouvé assez rapide, bien tranquille et agréable. Au centre de l'aérogare de l'aéroport de Libreville, un gâteau a été coupé pour saluer le retour en force du pavillon étalon. Bon vent. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. Nous vous souhaitons encore une bonne fois tous nos souhaits de succès et vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner tout au long de vos opérations. Je vous remercie. Après plusieurs mois sans effectuer aucun vol, plusieurs compagnies aériennes ont déjà mis la clé sur le paillasson. Mais l'insubmersible pavillon du pays des hommes intègres plie, mais ne rompt pas. Air Burkina est de retour à Libreville et d'une manière générale en Afrique centrale. Ce vol inaugural marque le début d'un programme régulier. Et ce programme sera déroulé progressivement en fonction de la réponse du marché. Pour ce qui est de la réponse du marché, nous ne doutons pas que nous pouvons compter sur nos partenaires des agences de voyage et naturellement sur la communauté burkinabé au Gabon. Air Burkina, c'est plus d'un demi-siècle d'existence, donc plus d'un demi-siècle d'expérience. Propriété de l'État du Burkina Faso au départ, son statut a évolué au fil des années. Actuellement, la compagnie est en cours de cession à un opérateur privé qui est un investisseur américain. Cette réouverture de la ligne de Libreville rentre dans le cadre d'un projet plus vaste de développement de notre programme. Et ce développement intègre aussi des destinations internationales de long courrier telles que l'Europe, telles que l'Asie, telles que le Moyen-Orient. Donc ceci sera rendu possible avec le renforcement de la flotte que prévoit le nouvel investisseur qui prend la compagnie. Créé le 17 mars 1967, Air Burkina, à l'origine dénommé Air Volta, s'est hissé au plus haut niveau des normes et standards internationaux, ce qui lui a valu plusieurs certifications. Tout en saluant l'ouverture de cette nouvelle ligne en Afrique centrale, le patron de la mission diplomatique du Faso près le Gabon s'est réjoui de l'excellente qualité des relations qui lient les deux pays. Mais en même temps que nous nous réjouissons de l'ouverture de cette ligne, il conviendrait avant tout de rendre justice aux plus hautes autorités gabonaises et burkinabées. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour leurs efforts soutenus de rapprochement continu entre les deux pays. La présente cérémonie traduit à bien des égards l'excellence des relations bien fraternelles qui unissent si heureusement le Gabon et le Burkina Faso. C'est parti pour des vols en toute quiétude sur la ligne Ouaga-Libreville via Cotonou. Départ de Ouaga et de Cotonou, mercredi et samedi, départ de Libreville et de Cotonou, jeudi et dimanche, à raison de 2 vols par semaine. Journée annuelle de retrouvailles entre les filles et fils de la commune de Kandji. L'événement qui a réuni plusieurs autorités a eu lieu à Parakou. Les images. Journée annuelle de retrouvailles des Kandiens résidant à Parakou.
Un rendez-vous des fils et filles de Kandi qui, d'après les responsables de l'association de développement Iribonsais, section de Parakou, ambitionne de participer au renforcement des liens de fraternité, de convivialité et de solidarité pour un climat social propice à la planification d'un développement social, économique de la cité des Saka et des Kandi-Sounan. Qu'il me soit permis de remercier du fond du cœur tous ceux qui, par leurs divers actes de générosité, manifestés à travers des dons matériels et pécuniaires, ont permis la tenue effective de ces manifestations. Je voudrais nous inviter à la culture de la tolérance, à l'acceptation de la différence de l'autre. Le comité de réflexion pour la réhabilitation de l'association interpelle la communauté des ressortissants de Kandi à travers des questionnements sur les problèmes récurrents de la cité. Dites-moi, chers amis, est-il possible, dans la normalité des choses, de vivre sereinement alors que les résultats scolaires de nos enfants sont à la limite du désastre? Avons-nous conscience du niveau du développement social chez nous? La jeunesse à Kandi est-elle en capacité de jouer convenablement le rôle d'aiguillonneur qui devrait être le sien quand elle manque de l'arme efficace de formation et d'analyse des phénomènes sociaux pour provoquer les changements qualitatifs de leur vie? Cadres et autres personnalités politico-administratives de Kandi ou non n'ont pas ménagé leur soutien pour assurer la réussite et la beauté de ces instants, symboles de l'union autour du développement de Kandi. Nous n'avons pas hésité parce que c'est un projet d'avenir. Parmi les communes, c'est la commune de Parakou qui tient souvent la tête par rapport à la réussite des événements au niveau de l'association Iribonsais. Et comme Parakou tient toujours la tête, nous avons voulu propulser, malgré que nous ne soyons pas ressortissants de Kandi, pour que la fête soit vraiment belle. Au cours des interventions, vous avez vu des gens qui ont abordé le problème des résultats scolaires. Vous savez que dans le département de la Libori, il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, mais c'est la commune de Karima qui a le plus de problèmes. Nous sommes en train de réfléchir à ça. Il y a aussi les infrastructures routières dans la commune de Kandi. Nous sommes un chef-lieu de département, nous avons besoin d'un centre de santé digne de ce nom. Donc ce sont autant de questions que nous abordons au cours de ces rencontres. On sent vraiment qu'il y a l'amour maintenant au sein des filles et fils de Kandi. Je suis très très heureuse, si bien que j'ai eu à le dire. Je veux en tant que première femme, maire du département de la Libori, fille de Kandi, que je veux relever ce défi. Relever ce défi pas avec ma force, avec la force de Dieu, la force des cadres, filles et fils de Kandi. Les autorités présentes ont toutes salué à l'occasion le dynamisme de la section Iribonsais de Parakou. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing a attiré sa révérence avant-hier. On retient de lui l'image d'un président réformateur. Pendant ce temps, en Belgique, des vaccins fabriqués contre le coronavirus seront bientôt envoyés au Royaume-Uni. Et puis aux Philippines, une campagne est lancée contre les violences carcérales. Vous l'aurez compris, on fait le point de l'actualité internationale. Regardez. Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint ce mercredi 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans. Le troisième président de la 5e République est décédé des suites du coronavirus. Inspecteur des finances, il est élu président de la République française à l'âge de 48 ans. Homme de lettres, membre de l'Académie française et personnage iconoclaste, VGE a été un président réformateur. Il a apporté la modernité et l'audace à la vie politique française. C'est sous son règne que la France a connu le droit à l'avortement, le droit de vote à 18 ans, la création de l'euro, le divorce par consentement mutuel et les TGV, trains à grande vitesse. À l'annonce de la nouvelle de son décès, l'Assemblée nationale française a observé une minute de silence. Je viens d'apprendre le décès du président Valéry Giscard d'Estaing. Le président de l'Assemblée nationale lui rendra bien évidemment hommage. Et d'ores et déjà, je vous propose, en sa mémoire,
une minute de silence. Dans les rues de Paris, de Bordeaux et de plusieurs autres villes françaises, les citoyens se souviennent de leur ancien président. Une tristesse de la perte d'un homme pareil qui a compté énormément au niveau national et puis sur le plan européen, même si sa constitution n'est pas passée, il a fait énormément pour l'Europe. Les Français en parleront toujours. À l'école, on apprend qui ont été les présidents, etc. Donc je pense que ce sera toujours partie intégrante de notre vie. Valéry Giscard d'Estaing nous a marqué en tant qu'éboueur, en tant que président, nous les éboueurs, parce que c'est le seul président qui a pris le petit déjeuner avec nous. Voilà, il était très sympa, il était proche des gens, voilà. Ça reste un président qui a marqué les temps et historique. On a des images, son image qui reste, bien sûr, c'est son au revoir très connu, mais également ce qu'il a mis en place. Il était proche des gens, des images où il allait manger chez les gens. C'est l'image qui reste très proche du public. On a eu la chance d'avoir la majorité à 18 ans. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que président. Après, je sais qu'il avait de très belles choses, notamment le droit à l'avortement. Mais après, ça s'arrête là, malheureusement. Toujours en France, l'ancien ministre Claude Guéant a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire d'un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En Belgique, l'usine Pfizer de Pousse produit les vaccins contre la Covid-19 qui seront convoyés vers le Royaume-Uni. Ce pays est le premier au monde à autoriser le vaccin de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer qui sera disponible dès la semaine prochaine, a annoncé le gouvernement britannique. Dans un sifflement qui rappelle le bruit d'une fraise de dentiste, un maître tatoueur s'applique à recouvrir la marque du gang sur la peau de ce détenu philippin. C'est dans le cadre d'un programme de l'administration pénitentiaire contre la violence carcérale. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site web www.ortb.bj. Au revoir et à demain.